Et l'une et l'autre me l'ont dit, ça n'est pas moi qui ne voulais pas, c'était une femme. Ah d'accord, non, je voulais savoir, voilà, c'était ma question. C'était de l'antiféminisme. Je reçois maintenant Hélène Carrère d'Encausse, le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française. Hélène Carrère d'Encausse, bonsoir, merci d'être parmi nous. Donc on dit Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, vous y tenez, comme il y a quelques mois, vous aviez fait pas une pétition, mais enfin vous aviez voulu que finalement on dise le ministre, même quand il s'agissait d'une femme. Oui. Ce qui avait beaucoup choqué les gens à l'époque. Oui, alors il y a deux choses différentes, si vous voulez. Ce qu'on avait fait, mais c'est l'Académie tout entière, c'est pas moi, qui avait adressé une lettre. Vous êtes une femme, c'est pour ça. Voilà. On avait adressé une lettre au président de la République pour lui dire simplement que la cause des femmes ne supposait pas que l'on triture la langue française, que c'était préférable de respecter, je dirais, le genre des mots. Bon, et ça pose des problèmes, parce que ça pose des problèmes sur les accords ensuite, du pluriel, etc. Bon, les femmes ministres préfèrent être Madame la ministre. Moi, vous savez, je suis une femme très courtoise. Et quand j'écris à une femme ministre, je lui écris Madame la ministre pour ne pas la contrarier. J'estime qu'il faut respecter ce que les gens veulent. Mais je ne crois pas qu'il faille le mettre dans les textes, personnellement, parce que je pense justement qu'il faut respecter la langue. Et en ce qui concerne le secrétaire perpétuel, alors là, je suis très ferme dans ma position, parce que c'est une fonction, ce n'est pas une personne. Le secrétaire perpétuel, c'est une personne à travers les siècles. Oui. Je suis le 31e, mais au fond... J'ai une continuité depuis 3 siècles et demi. Exactement. Quoi. Ouais. Et alors là, il ne faut pas jouer avec ça. Cette notion de continuité d'une institution qui est l'une des plus anciennes de la France, si on commence à jouer avec, ça n'ira pas très bien. Donc vous tolérez Madame la ministre, mais vous ne voulez pas que ça soit inscrit dans la langue française. Écoutez, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, quand il y a un masculin et un féminin, l'accord se fait au masculin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change la grammaire? Oui, mais de toute façon. Et puis alors, véritablement, vous avez un meurtre. Il y a une victime, cette victime est un monsieur barbu. Et vous dites quoi? Le victime a été assassiné? C'est la victime. Il faut tout changer à ce moment-là. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Oui, les hommes ont aussi le droit. Déjà que les gens n'arrivent pas à écrire le français, ça va être terrible. Ça va être terrible et il faut... une fois encore, je respecte, je dirais, le désir des gens, mais je pense qu'il vaut mieux respecter certaines règles. Mais alors, pour en finir avec ça, c'est pas très grave, mais Roselyne Bachelot, par exemple, se fait appeler députée EE. Oui, et même je sais qu'elle a plus ou moins dit, d'après ce qu'on m'a répété, que j'avais trahi la cause des femmes. Ce qui me paraît alors assez comique, parce que vous savez... je suis professeur d'université. J'ai dirigé un groupe de recherche. D'abord, j'ai poussé plus mes étudiantes que mes étudiants, d'une certaine façon, précisément parce que je savais que leur sort était moins certain. J'ai toujours pris comme collaborateurs des collaboratrices, non pas comme collaboratrices, mais je les ai poussées à devenir immédiatement des grands chercheurs. Donc, je crois avoir fait pour les femmes... Vous pensez que la cause des femmes ne se limite pas aux gadgets, quoi? C'est surtout, les gadgets ne servent à rien, tandis que pousser des femmes, ça sert beaucoup plus. Très bien. Alors, avant de parler de l'Académie, de parler de vous, je voudrais qu'on revienne sur une polémique qui nous a occupé la saison dernière. Donc, Régine Deforges était ici. Je lui parlais des chambres à gaz roulantes inventées par Lénine, bien avant Hitler. Et donc, je citais votre livre qui est sorti, Lénine, chez Fayard, en 98. Elle n'a pas voulu reconnaître la vérité. Donc, on va regarder l'extrait, puis après, vous nous répondrez une fois pour toutes. Magnéto, s'il vous plaît. Vous avez toujours des collections de bustes de République de Lénine, oui, de Lénine. Ah ouais? Ah oui, j'ai toujours des Lénines dans mon bureau. Vous pensez que Lénine est un grand... Je pense que c'est un grand bonhomme. Et le fait qu'il ait fait tuer des paysans dans des chambres à gaz roulantes, dans des camions dans lesquels on faisait revenir... Non, ça c'est vous qui le dites, ça j'y crois absolument pas. Vous y croyez pas? Non, j'y crois absolument pas. Hélène Carrère d'Encausse, quand même. Hélène Carrère d'Encausse, ça veut dire beaucoup de bêtises dans ce domaine. Ah bon? Donc vous niez l'existence des chambres à gaz roulantes du temps de la destruction des ZEC? Ah oui, je suis convaincu que ça n'a pas eu lieu. Bon, ça, je vais m'adresser à Patrice Carmouze. Patrice, il faut faire un débat là-dessus. Ah, ça, je veux bien. Je me documenterai avant. Voilà, pour donc plus de certitude. Patrice, d'un côté, Régine Deforges, de l'autre côté, Hélène Carrère d'Encausse. Est-ce que les chambres roulantes de Lénine, les chambres à gaz roulantes ont existé ou pas? Du temps des nazis, ça existait. Mais oui, du ça temps c'est clair. De Lénine, personne ici dira le contraire, mais voilà. Voilà, donc ça, c'était la saison dernière dans Les Droites Rive Gauche. Nous avons demandé à Hélène Carrère d'Encausse de venir débattre avec Régine Deforges, et vous nous avez dit, écoutez, je ne vais pas débattre d'un truc qui est vrai, d'un fait avéré, donc il n'y a pas de débat. Et quand Régine Deforges est revenue dans l'émission à une autre occasion, je lui ai reparlé de cette histoire en disant, écoutez, on a eu Hélène Carrère d'Encausse, qui est quand même une spécialiste incontestée de la Russie, de la Russie soviétique, etc. Et elle a dit, non, ça ne change rien. Donc aujourd'hui, on vous tient. Et avant de passer à la suite, j'aimerais que vous lui répondiez une fois pour toutes. Mais la réponse est simple, si vous voulez. Ça n'est pas moi qui ai découvert ça, ce sont les archives. Les archives soviétiques sont ouvertes, il manque des choses,
Mais dans les documents, on voit très bien, entre autres choses, des télégrammes où on raconte que mettre des gens dans des camions pour les asphyxier avec les gaz, c'est plus expédient, plus expéditif que de les tuer à la petite semaine. Ça fait des économies, c'est tout. De la même façon qu'il y a eu d'autres procédés pour tuer ces gens-là. Et quand Régine Deforges, pour laquelle j'ai des indulgences, car elle est mariée avec Wazemski, qui est mon cousin. Mais quand elle dit ça, elle ne sait pas une chose, c'est que tout simplement on a les télégrammes qui sont adressés à Lénine par les gens qui lui disent on a des paysans qui ont fait ceci et ça. Et alors il y a de la main de Lénine, fusillez-les, fusillez 100, fusillez-en 200, tuez-moi ça. La cruauté de Lénine est quelque chose qui a ému profondément, même des gens comme moi, parce que je ne pensais pas, a priori, avant d'avoir vu ces documents... Celui qui a la mauvaise image, en général, c'est Staline. C'est Staline, justement. Alors, je savais bien que ça avait commencé sous Lénine, et ça, les historiens russes, qui maintenant sont, je dirais, libérés de l'obligation de faire le partage, en majorité, disent, bon, ben, il faut bien admettre que ça a commencé avec Lénine. Et quand on regarde, ça a commencé avec Lénine. Et il y a des choses mais effrayantes. Quand Régine Deforges dit, ce sont les nazis qui faisaient les chambres à gaz. Mais il y a, par exemple, une histoire de pogrom qu'on rapporte à Lénine. Et Lénine met à classer dans les archives. Il ne veut pas les regarder. Là, ce sont des juifs qu'on a tués. Il ne veut pas voir. Il met classé pour ne pas prendre de sanctions. Non, et le mot fusillé, pendé, de sa main est extraordinairement courant sur des tas de directives. Donc l'affaire est close. Chère Régine Deforges, même si ça... C'est vrai, Régine, elle est un peu utopiste. Elle va toujours en vacances à Cuba en pensant que Fidel Castro est quelqu'un de fréquentable, alors qu'il n'est pas plus fréquentable que Pinochet. Mais bon, le fait qu'il n'y ait pas eu de Nuremberg du communisme fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui peuvent s'afficher nostalgiques de l'Union soviétique ou de la RDA. Oui, il y a une raison à ça, voyez-vous. C'est que les gens ont tellement souffert sous le communisme, et le communisme est mort de sa belle mort. Il n'est pas mort dans une catastrophe où on a pu organiser un procès, le procès de Nuremberg. Et en Russie, par exemple, les gens disent... On ne veut pas rouvrir un dossier tragique, on en parle tous les jours, les revues scientifiques racontent tout ça, mais on ne veut pas commencer à régler des comptes, parce qu'ils estiment qu'il y a eu trop de sang versé. Est-ce que vous pensez, c'est bien ou pas bien, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait dû une fois pour toutes régler le problème et passer à autre chose? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de laisser cette espèce d'histoire s'instiller dans la société comme ça et sans être réellement réglée, est-ce que ce n'est pas un poison qui survit finalement? C'est un poison, mais en même temps, il y a eu tant de souffrances que les gens ne veulent pas être remis en face de ça. C'est ça le problème. Ils veulent vivre en enterrant le passé. Normal. Bien. Alors, merci en tous les cas de votre mise au point. Donc, vous avez été élu le 21 octobre secrétaire perpétuel de l'Académie française en remplacement de Maurice Duhon, démissionnaire. Alors, ce que j'ai appris en préparant cette interview, j'en savais rien, c'est qu'on ne peut pas démissionner de l'Académie, mais en revanche, on peut démissionner du poste de secrétaire perpétuel pour redevenir un académicien normal, je dirais. Oui. Hein. Alors, avant vous, il y a eu Druon qui a démissionné, il y a eu Jean Missler et Maurice Genevoix. Et Maurice Genevoix avait démissionné aussi. Oui. Vous avez lu son bouquin? Parce qu'il a fait un bouquin qui s'appelle La perpétuité. Oui, mais qui est vous l'avez lu? Oui, qui est extrêmement amusant. Ça vous a pas... Non, ça ne m'a pas effrayé. Ça ne m'a pas effrayé, ouais, ça ne m'a pas effrayé, mais j'avais lu déjà des tas de récits de secrétaire perpétuel. Je sais que c'est une très lourde charge, ça je le sais. Et Maurice Genevoix, qui s'était vraiment donné complètement à cette charge, a été presque empêché d'écrire. Oui. C'est pour ça qu'il a démissionné. Dans le bouquin, enfin, c'est ça l'histoire, c'est la perpétuité, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est pas une condamnation à perpétuité, soyons sérieux. Oui. Mais c'est incontestablement des obligations à perpétuité qui sont extrêmement lourdes. Alors, Hélène Cardanco, vous êtes à l'Académie, vous venez d'être élue secrétaire perpétuelle, vous êtes depuis 1990 membre de l'Académie française. Vous avez été élue avec 2 bulletins blancs marqués d'une croix, ce qui veut dire que c'est une vraie... Il y a 2 personnes qui désapprouvaient fortement votre entrée à l'Académie française. Oui, et je peux même vous dire quelque chose, ces 2 personnes, je sais qui c'est, je ne vous le dirai pas parce que ça ne serait pas gentil, mais l'une et l'autre me l'ont dit, ça n'est pas moi qui ne voulais pas, c'était une femme. Ah d'accord, non, je voulais savoir, voilà. C'était ma question. C'était de l'antiféminisme. C'est pas des communistes pas du tout. Non, et d'ailleurs, qui vous en voudraient. Et d'ailleurs, il m'avait même dit gentiment avant, nous nous sommes assurés que ça ne vous ferait pas de tort. D'accord. Mais c'était pour bien marquer que, vous savez, il y avait eu Marguerite Yourcenar d'abord, une femme. Ensuite, Jacqueline de Romilly, une femme. Ils se sont dit, s'il y en a 2, c'est vraiment une, ça passe, c'est l'exception. 2, ça devient extrêmement dangereux. D'où l'opposition très ferme. Ah oui, c'était ça. Alors il y a Troya qui vous a beaucoup aidé, mais c'est normal, vous êtes pays, donc... oui, puis on se comprend très bien, on a une relation d'amitié très profonde. Voilà. Alors l'Académie, bon, tout le monde sait, créée en 1635 par Richelieu, 40 immortels, l'habit vert. Alors vous, c'est Pierre Cardin, c'est pas celui-là qui vous a fait, Pierre Cardin, l'habit vert. Pas celui-là, c'est lui qui me l'a fait aussi. C'est lui qui vous l'a fait aussi, d'accord. Oui, il fait beaucoup de choses. Mais il a fait. Alors, le problème du costume s'est posé, je n'ai pas eu envie qu'on me fasse tout simplement le costume des hommes en coupant les basques et en mettant une jupe au lieu d'un pantalon.
Et j'ai regardé des gravures, et j'ai regardé au moment où puisque l'Académie avait été supprimée au moment de la Révolution, quand elle a été recomposée, c'était sous la Restauration, il y avait un moment un costume absolument ravissant. Et on a fait mon costume un peu d'après ce dessin, qui est beaucoup plus gracieux et plus féminin. Voilà. Alors, il y a l'épée, la fameuse épée. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est il y a l'épée, il y a un comité pour vous offrir votre panoplie. Et vous avez demandé à un artiste géorgien, ce qui est normal quand on sait que votre famille vient de Géorgie. Et alors, votre devise, c'est « Heureux les pacifiques ». Oui, ça vient du Sermon sur la montagne. Ah, c'est une citation du Sermon sur la montagne. C'est vrai, je crois que j'ai un tempérament extrêmement pacifique et j'ai toujours été très sensible à ce texte. Et quand je n'avais pas pensé spontanément à une devise, vous savez, vous dites ça allait de soi que je prenne Gucci, ça allait de soi, mais aussi, pas seulement parce qu'il est géorgien, parce que d'abord il travaille dans la tradition de l'ordécite, ce que je trouve tout à fait admirable du point de vue artistique, qu'en plus c'est un homme qui fait tout de ses mains, y compris ses outils, il les a fait lui-même. Et quand j'ai réfléchi à la devise, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut me résumer? Ça doit être dur. Ouais. Alors les symboles, je le dis parce que c'est intéressant, les symboles, c'est pas innocent un symbole. Donc vous avez choisi Saint-Georges, patron de la Russie, le scarabée égyptien, pourquoi? C'est un signe de vie. Ouais. Le yin et le yang et le coq gaulois. Donc on voit bien dans votre choix quand même un certain... Le coq gaulois, c'est la France. Oui, il y a un universalisme évident, hein, puisqu'il y a l'Égypte, la Chine, la France, la Russie. Eh bien, c'est-à-dire que vraiment, la France, c'est fondamental. Je suis française. Il n'y a pas plus patriote que moi. Je suis même chauvine. Mais c'est vrai que les racines familiales, ça compte énormément dans une personnalité. Et puis alors, l'Égypte, la Chine, ce sont les mondes lointains sur lesquels j'ai travaillé et qui me touchent beaucoup. J'aime une vision un peu universelle. Alors, votre père était géorgien, justement. Enfin, alors, vous êtes une vraie européenne, parce que votre père était 3 quarts géorgien, 1 quart russe, avec des ancêtres tatars. Votre mère est moitié russe, moitié austro-italienne. Alors, vous êtes vraiment je suis un condensé d'Europe. Un condensé d'Europe. Vous êtes une vraie européenne. La seule chose qui manque dans ma famille, ce sont des Français, mais c'est... en fait, il y a eu des Français qui se sont expatriés en Russie en 1789 et qui, en 1917, poussés par une autre révolution, sont revenus en France. Ah oui, c'est un juste retour des choses. Et alors, votre grand-père, c'est incroyable, il était jurisconsulte au chemin de fer russe. Oui, et alors, il avait un wagon. Il avait un wagon à lui. Oui, il avait un wagon à lui. Alors, il venait à Paris, vous déposez il déposait votre père. Déposer ses enfants, sa famille, et il faisait le tour d'Europe. Je trouve ça génial. Des musées. Et mon père et ses frères petits-enfants ont été traînés dans les musées de toute l'Europe. Alors, il faut ajouter que ce wagon, l'écartement des voies ferrées n'était pas le même, c'est-à-dire qu'il fallait changer de wagon et que les compagnies européennes nous donnaient un autre wagon. C'était très comique. Chic. Et 3 mois comme ça. C'était une civilisation, hein, vraiment. Et ce grand-père-là, ça mérite aussi d'être dit, parce que c'est tout à l'honneur, je dirais, de cette génération. Après la Révolution, il a été ministre pendant l'indépendance de la Géorgie, et en 21, quand le pouvoir soviétique... Toute la famille est arrivée ici, bien sûr. Oui, ils sont arrivés ici. Et mon grand-père a été inspecteur à la Samaritaine. Inspecteur à la Samaritaine, c'était tout simplement le monsieur qui regardait comme ça. Hein. Je veux dire qu'il est tombé tout à fait en bas de l'échelle, et je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Il était d'une gaieté folle, et il disait... C'est comme les princes qui devenaient chauffeurs de taxi. Oui, et il disait, nous avons tout dessus, c'est pas la peine de pleurer. C'est fort. C'est un système d'éducation. Ça m'a toujours donné le sens. En parlant de la Russie, vous avez rencontré Loussoupov, qui avait été l'assassin de Raspoutine. Parlez-nous de lui, parce que c'est vrai que... Eh bien, c'était un homme extraordinaire. Moi, je l'ai connu déjà âgé. Il avait une femme qui avait été d'une beauté splendide et qui restait très belle. D'ailleurs, je suis liée encore avec leur petite fille. Il habitait dans le 16e, pas loin de chez moi, d'ailleurs, rue Pierre-Guérin, et je lui ai classé sa bibliothèque quand j'étais jeune étudiante. Et ce qui était très intéressant chez lui, c'était un homme très, très nourri de mysticisme, et il a toujours conservé l'idée qu'il était un assassin, ce qui pour lui était terrible, absolument. Ah oui. Il avait tué Raspoutine. Pour la bonne cause, mais assassin quand même. Ah oui, tout à fait. Tu ne tueras point. Si j'avais pas mis Relais Pacifique, j'aurais mis tu ne tueras point. Oui. Et c'est le jour anniversaire de la mort de Raspoutine, chaque année, pendant 24 heures. Il s'enfermait. C'est pas lui qui me l'a raconté, c'est sa femme. Il s'enfermait dans sa chambre en prière et il ne voulait voir personne. Et il revivait ça, mais c'était effroyable pour lui. Oui. Et il avait véritablement le sentiment qu'il avait voulu rendre service à son pays, mais que tout de même, il a fait quelque chose qui était impardonnable. C'était très fort. Vous avez écrit en 96, vous avez publié en 96 un livre qui s'appelait Nicolas II, la transition interrompue chez Fayard. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette révolution, enfin s'il y avait une transition démocratique, effectivement, et pas une révolution violente, est-ce qu'aujourd'hui la Russie serait du même niveau, aurait le même niveau de vie, le même niveau social, le même niveau d'éducation que l'Europe occidentale? C'est une très bonne question. On ne peut jamais refaire l'histoire. Mais c'est vrai que ce qu'était la Russie en 1913, 14, à la veille de la guerre, c'était un pays qui se développait à une vitesse folle. C'est le pays qui a eu la plus longue, je dirais, progression du produit intérieur brut. Et
et de la productivité et de tout. Et c'était en fait un pays qui entrait dans la modernité. Oui. C'est-à-dire qu'on peut supposer que sans événements tragiques, c'était les États-Unis aujourd'hui, ce n'était même pas l'Europe occidentale. Oui, bien sûr, ça, c'est la vérité, parce qu'il y avait des moyens. Bien entendu, voilà, les grands les espaces, Sibérie, les ressources, l'éducation. Et alors, ce qui est très intéressant dans toute cette période qui suit la révolution de 1905, c'est qu'il y a eu un progrès éducatif en Russie absolument prodigieux. Et je cite toujours, c'est pour Eugène Desforges ça, un texte de Lénine qui dit en 1913, ça s'appelle la Nouvelle démocratie. Il appelait Nouvelle démocratie toutes ces couches qu'on éduquait très vite. Et il dit, si ça continue comme ça, nous ne pourrons plus faire la révolution, tellement le progrès est rapide. Ouais. Alors, il a eu 2 phrases. Ça, il constate en 1913 que le temps de la révolution est probablement en train de s'achever. Oui. Et puis, en 1914, il dit, il nous faudrait une petite guerre pour arrêter ça. Ouais. Et il a eu raison. Alors, Nicolas II voilà, le temps nous presse malheureusement. Mais enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce qu'on peut dire qu'en Russie, aujourd'hui, il y a l'émergence d'une classe moyenne et que finalement, même si ça a été affreusement dramatique, s'il n'y a pas de catastrophe, comme vous disiez à l'instant, on peut imaginer que la Russie, dans quelques années, finira comme la Pologne, disons, ou la Hongrie, oui, je dirais, à nous rattraper. Et vous avez dit le mot juste, il y a une classe moyenne qui est en train de se développer. Alors, elle est dans une situation très difficile, et la crise financière d'août 1998 l'a frappée de plein fouet. Il n'empêche qu'elle existe, qu'il y a une initiative. On a tort, on dit tous ces gens sont paresseux, etc., ce sont des voleurs, c'est pas vrai. Il y a toute une série de petits entrepreneurs qui se sont mis au travail, le pays change. Alors, ce pays a 2 atouts formidables. Bon, il a des ressources incroyables, même s'il est ruiné. Et c'est vrai que le niveau d'éducation de la société, mais depuis le dernier des paysans jusqu'aux universitaires, est tellement élevé. On ne peut pas imaginer des illettrés, on ne peut rien imaginer de tout ça. Que quand on a ces atouts-là, on s'en sort toujours. Alors, moi, je dirais que, bon, il y a une bonne dizaine d'années encore à traverser. Est-ce que le ressort, est-ce qu'il faut une nouvelle génération? Parce que Jean-François Revel, qui était assis à votre place il y a quelques temps, me disait... Le problème, c'est que tous les gens, aujourd'hui, le ressort a été cassé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les réactiver. Quoi. Oui, mais les gens qui ont 30 ans maintenant... les jeunes... Les gens qui ont 30 ans, ils avaient 20 ans au moment où le régime soviétique est tombé. Et en fait, ils ont grandi dans un système où plus personne ne croyait au régime soviétique. Donc, il y a une génération qui sort de là. La vérité, c'est qu'il y a une génération qui va disparaître. Et c'est très triste parce que cette génération... Un peu nostalgique, en plus, cette génération de Elle est nostalgique. Elle est faite de gens, si vous voulez, qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur sécurité. Merci, vous voyez, je suis désolé, là on a débordé, mais avec vous c'est vraiment un plaisir. Merci d'être venu nous voir, Hélène Cardan. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.